Luis Enrique, supporter d'Ousmane Dembélé, c'est demain soir qu'on saura si Dembélé devient oui ou non le 6e joueur de l'histoire du foot français désigné Ballon d'Or après Copa, après Platini, après Papin, après Zidane et après Benzema. Dembélé favori, c'est en tout cas ce que pense quelqu'un qui selon moi aurait d'ailleurs mérité cette distinction dans sa carrière. Thierry Henry, interrogé sur CBS, la chaîne américaine pour laquelle il est consultant. Yeah, I mean, I think it will be Dembele on the back of sort of the season Paris Saint-Germain had as well. But all of those players have got a decent shout. Are your picks any different, Thierry? What have you got? Yeah, very different. So, On my six contenders. Voilà, pas de discussion donc pour Thierry Henry, mais le débat existe quand même. Certains estimeront qu'en talent brut, en talent pur, en magie sur le terrain, Lamine Yamal est un footballeur qui a plus le profil Ballon d'Or que Dembélé. Oui, puis j'entends que ça se discute. Après, la saison dernière, on a eu un Ballon d'Or qui s'est disputé entre Rodri et Vinicius. Je trouve qu'on est un petit peu dans la même subtilité avec un joueur qui était plus collectif et Vinicius qui est éclaboussé par son talent. Et les critères, ils n'ont pas vraiment changé en fait, mais je trouve que les votants ont plus de sensibilité en fait sur l'apport que peut avoir le joueur au niveau collectif, notamment Dembélé au-delà de ses buts, sur sa qualité de pressing par exemple, sa qualité défensive. Et c'est pour ça que moi je le vois encore gagner cette année, parce que si on reste dans la même énergie que la saison dernière, je vois pas pourquoi Dembélé l'aurait pas cette année. Et en même temps, c'est grâce à ce qu'a fait Dembélé sur le terrain. Il a eu le titre du PSG, champion d'Europe, tout ça, c'est beaucoup plus quelques titres important aussi, que les prix individuels. Je sais pas, vous en pensez quoi? Je suis pas fan des prix individuels dans un sport collectif, mais bon, ça existe. Après, Dembélé mérite son... Je pense que s'il est sacré, il le mérite, parce qu'il a fait vraiment beaucoup de choses. Il s'est beaucoup investi. On a parlé de pressing, Laurent a parlé du pressing, mais il est aussi très talentueux, même s'il y a mal, peut-être quelque chose de plus. Il est aussi très talentueux, Dembélé. Et au-delà des statistiques, il y a également des moments qu'on a vus. C'est vrai qu'il a marqué 35 buts et 16 passes décisives en 53 matchs sur la saison 2024-2025, mais il a été également prépondérant dans les matchs de Ligue des Champions. Il a été double passeur décisif également lors de la finale face à l'Inter. Les votes sont clos. En tout cas, le verdict, c'est demain soir en même temps, ou presque, qu'OM Paris Saint-Germain, qui a été donc reporté à cause des intempéries, conditions climatiques à Marseille, qui sont effectivement incroyables en ce moment. C'est assez bizarre de voir un sommet de championnat se jouer le lundi soir, mais c'est le règlement. Il s'en est pas remis encore. Après. Non, mais notre pays est absolument fantastique à l'heure où la Ligue 1 souffre notamment de visibilité. Le match le plus important se joue en même temps que la cérémonie de récompense de footballeurs la plus importante de l'année, et organisé dans le même pays avec 10 joueurs d'une des deux équipes qui sont nommés. Enfin, je trouve ça fantastique. Alors j'entends qu'il y a des règlements, etc., mais qu'une solution ne puisse pas être trouvée, je trouve ça cataclysmique pour notre pays, notre championnat. Demain soir, il y aura le classique entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, mais il y aura aussi la cérémonie du Ballon d'Or. Ouais. Alors, Ousmane Dembélé est en bonne position, mais est-ce que Lamine Yamal a une petite chance quand même? Alors certes, il est forfait, mais on le rappelle, c'est sur la saison écoulée, donc la saison 2024-2025. La cérémonie aura lieu à Paris demain soir au Théâtre du Châtelet. Est-ce que Lamine Yamal, qui ça y est, a posté une petite photo où il reprend la muscu, il est plutôt en forme, et il a voulu faire plaisir à Omar Da Fonseca, il a mis une petite danse avec le maillot de Messi. Bref, tout ça pour dire qu'il est en bonne forme et qu'il est en phase de récupération et de régénération, lui qui souffre au pubis. Est-ce qu'il pourrait être sacré, Lamine Yamal? Je pense que s'il est sacré demain, ça ne serait pas un scandale. Au vu de sa saison, encore une fois, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui regardent les statistiques, qui regardent les trophées gagnés. Moi, je regarde bien évidemment la sensibilité, la sensation que le joueur peut nous procurer tout au long de la saison. Il a fait moins de stats que Dembélé, il a été moins décisif que Dembélé, mais quand il touchait le ballon, on sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait. Bien évidemment, si vous me demandez mon avis, je pense que Dembélé va le gagner. Il a gagné la Champions League, il permet au PSG de gagner sa première Ligue des Champions. Il a été décisif, surtout il a été, même s'il y en a qui disent qu'il a joué une moitié de saison, mais pour moi il a été constant dans un poste qu'il découvrait cette année où il a été repositionné dans l'axe. Il a été buteur, il a été décisif, mais ça ne me choquerait absolument pas de voir Lamine Yamal sacré champion demain. C'est Ronaldinho qui remettra le Ballon d'Or. On va voir quelques images
pour le plaisir. On retrouve Omar et Benjamin pour le coup d'envoi. Dembélé absent depuis quelques semaines, qui n'a donc pas participé à la démonstration parisienne en ouverture de la Ligue des Champions face à l'Atalanta. Paris était bien plus fort que cette Atalanta-là. Les 20 premières minutes ont été impressionnantes. Beaucoup plus fort. Paris récite son football depuis un an. Ils ont un football varié, ils ont du talent, ils sont capables de faire de l'attaque placée, d'attaque rapide, de contre-attaque, prendre le deuxième ballon. Et puis avec le talent en plus, donc et l'Atalanta n'a pas pu résister. Paris était vraiment dessus. Est-ce que les 20 premières minutes, vous les avez trouvées, comme on l'a lu, absolument fantastiques? Moi, j'ai aimé ce ressenti un peu de rouleau compresseur et effectivement de diversité dans l'animation offensive, surtout parce qu'ils ont fait qu'attaquer. Mais je dois quand même noter que l'Atalanta a fait aussi complètement l'inverse pour permettre au PSG de briller en laissant des espaces béants. Ils avaient décidé de prendre des risques, de jouer haut. Et puis beaucoup d'espace. Donc forcément, dès qu'il y a des espaces, c'est beaucoup plus compliqué. On aurait dit une équipe de Ligue 1 qui joue la deuxième partie de tableau, l'Atalanta. Ouais. Donc, et encore, les Ligue 1 deuxième partie de tableau, ils jouent comme ça devant leur but, tu vois. Mais je veux dire au niveau de la valeur. Oui. Ça sera plus difficile face à Barcelone. Dans 10 jours exactement, match qui ne se jouera pas au Camp Nou, finalement, Isaac. Non, alors il devait initialement se dérouler au Camp Nou. On rappelle que le Camp Nou est en reconstruction. Les travaux devaient se terminer durant l'année 2025. Finalement, ça sera pour 2026 et ça sera au stade olympique de Montjuïc, stade qui a bien réussi au Paris Saint-Germain, puisqu'ils avaient éliminé il y a à peu près 1 an et demi, grâce à un but notamment de Kylian Mbappé, le FC Barcelone en Ligue des Champions. Et ce sera sur Canal, bien sûr. Barça-PSG, c'est le match de Luis Enrique qui a remporté la Ligue des Champions avec les deux clubs. Luis Enrique, protagoniste d'un nouveau numéro de Canal Foot Manager, le programme tactique signé Gauthier Kutzman, qui sera diffusé samedi prochain, 18h50 sur Canal et ensuite, bien sûr, sur l'appli. Ça s'appelle Le Collectif avant tout. Si Paris s'est baladé pour son premier match, on se doutait bien que ce ne serait pas le cas pour l'OM en déplacement à Madrid, mais le Real, face au Real, les Marseillais ont fait mieux que se défendre. Ils ont même réussi à ouvrir le score, ils ont fait de bonnes choses. Soit on regarde la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine, donc là c'est une contre-attaque, sur une récupération récupérée au milieu, il y a un bon dédoublement et un très beau but de Weah. Mais avant ils auraient pu prendre 4 buts, ils ont 4 occasions. Donc si on regarde les bonnes sorties de balles, oui on peut dire que Marseille c'est bien défendu. Mais si on regarde les risques pris dans les sorties de balles, ils ont concédé énormément d'occasions. Roulier a été très très bon. Donc je suis un peu mitigé. Voilà. Et puis il y a ce penalty, alors pas celui-ci mais le deuxième, l'un de ces pénaltys qu'on déteste et qui font un peu offense à l'esprit du foot. C'est vrai qu'offrir la victoire à une équipe juste parce qu'il y a un défenseur qui tacle et qui a besoin de ses bras pour ne pas se fracasser au sol. Medina qui n'empêche pas en plus le ballon d'aller vers un Madrilène. À la rigueur, il le redonne dans la course de Vinicius. Mais évidemment, le penalty, il est immérité. Ça ne fait que renforcer les regrets marseillais sur cette soirée-là. Après, je souscris, je rejoins entièrement ce qu'a dit Frédéric à un instant de cela. Pour moi, le score final et le fait de prendre 2 buts sur penalty ne doit pas occulter la réalité du match. La réalité du match, c'est que la meilleure équipe a gagné et elle a gagné sur un score peu épais qui ne reflète pas la physionomie du match. Il y a 3 ou 4 buts d'écart entre Marseille et Madrid ce soir-là. Donc 2-1, c'est mieux qu'espéré, mais t'es quand même loin du compte selon moi. Le Real n'a pas eu besoin de penalty pour battre l'Espagnol Barcelone hier. En revanche, il a eu encore besoin d'un Kylian Mbappé. Avec des beaux buts dans cette rencontre, ça a commencé dès la 22e minute avec cette frappe de Militao. On se demande bien pourquoi il a frappé aussi loin, mais cette frappe est magnifique, pleine lucarne. Et ce premier but cette saison donc pour le défenseur brésilien. Une frappe soudaine et exceptionnelle. En grosse difficulté face à Marseille. Oui. En grosse difficulté. Et il s'est bien rassuré donc avec ce but au moins. Et l'inévitable en effet, Kylian Mbappé, Hervé, sur cette passe de Vinicius. Lui aussi va frapper de loin. Il va inscrire son 5e but en 5 matchs de Liga. Son 7e but en toute compétition confondue en 6 matchs. Et le Real Madrid, on le rappelle, poursuit son sans faute. Victoire donc 2-0 pour le Real. Est-ce que vous trouvez qu'il défend plus, qu'il travaille plus, Frédéric, entre ses débuts de saison sous les ordres de Xabi Alonso? Qui Mbappé? Ouais. Je pense que sur le match de Marseille, je pense qu'ils sont encore rodage. C'est pas encore le pressing qu'ils ont fait, il n'est pas encore tout à fait bien affiné. Il fait des efforts, mais il a fait des efforts l'année dernière aussi. Moi, Mbappé, je le juge pas quand il joue contre l'Espagnol Barcelone. Moi, je le juge quand il va jouer contre Liverpool, contre le Paris Saint-Germain. C'est là où on veut le voir briller et être aussi performant.
La Ligue des Champions revient les 30 septembre et 1er octobre. Ça vient vite, c'est pas la semaine prochaine, c'est la suivante avec OM Ajax mardi, Barça PSG et Monaco, Manchester City mercredi en même temps. Programme magnifique, tous les matchs bien sûr sur Canal, avec sur le banc de Benfica un certain José Mourinho qui fera son retour en Ligue des Champions. Ironie de l'histoire, ce sera à Chelsea, club qu'il a entraîné, mais quel club n'a-t-il pas entraîné Mourinho, c'est un peu Highlander, c'est jamais mort. En revanche, toujours escorté par la polémique. Clément Crépu, Manu de Benfica a perdu en Ligue des Champions. Oui, c'est un peu une hérésie. Et surtout, moi, je souhaite bien du courage aux supporters de Benfica quand même, parce que là où il est le plus intéressant, José Mourinho, c'est en conférence de presse. Et moi, ce que j'aime bien d'entraîneur, c'est que ses équipes soient attractives plutôt que ses prises de parole. Donc, j'en ai un peu marre. Il y a une date de péremption sur les entraîneurs ou pas? Non, je crois pas. Vous savez, Gothel, ça a gagné la Ligue des Champions avec Marseille, il avait 73 ans. Ancelotti le prouve. Non, je crois pas. Je crois que c'est un personnage il est particulier. Bon, après, l'égocentrisme fait dire parfois des choses qui sont blessantes. C'est dommage. C'est dommage pour l'entraîneur qu'il est, ce qu'il représente, parce que il a fait quand même des choses. Il est sur le déclin, on va dire, mais bon, il peut toujours rebondir. Ce qu'il dit sur Fenerbahçe, après une partie, ça vous choque un peu? Oui, ça me choque un peu. C'est pas la peine de blesser les gens. Pas très classe, quoi. Et puis parler de niveau culturel, moi j'aurais aimé qu'il précise un peu ce que ça voulait dire. Le niveau sportif, chacun peut en discuter. Le niveau culturel, je comprends pas bien ce à quoi ça fait c'est vrai qu'il avait une équipe moyenne, référence. Et si c'est à ce que je pense, ça doit être très très grave. Non, disons que c'est pas très classe. Moi, concernant l'entraîneur qu'il est, je m'interroge plus sur est-ce qu'un entraîneur peut garder un peu le feu sacré quand que tu gagnes ou que tu perdes. Tu gagnes 108 millions d'euros, que quoi qu'il arrive, 3 jours après, tu as de nouveau un projet sportif. Moi, les 108 millions d'euros, c'est le droit qu'il lui donne. Hein. Je suis pas jalouse du tout. Mais c'est juste que quand on est dans ces postes-là, il faut qu'on aille chercher au fond de nous quelque chose de presque... La passion. Une passion et un truc qui est puissant et qui est créé par... quelque chose qu'on a quand on est jeune joueur. S'il dit par exemple qu'il n'aurait pas dû aller à Fenerbahçe, c'est qu'il a ressenti ça à un moment donné et qu'il n'était pas à fond le niveau football. Et puis à un moment donné, l'année dernière, c'est vrai que c'est pas le niveau. Non, et puis moi, ce que j'aime pas du tout dans ce qu'il vient de dire, c'est que quand même, ils l'ont gracieusement payé pendant 2 ans et il n'a pas dit non plus. Donc je trouve que c'est un pas classe. Et là où je voulais juste revenir sur cette chose qu'on peut avoir en nous, c'est on a besoin d'être la meilleure version de soi-même quand on a ces postes-là. Et en fait, là, j'ai l'impression qu'il peut même plus l'avoir tellement il est devenu une caricature de lui-même. Mais c'est surtout que maintenant, sa vie, c'est... Je sais pas s'il a vraiment l'objectif de gagner, en fait. C'est quoi l'objectif, là, maintenant, pour lui ? La Benfica, c'est le retour aux sources. C'est quand même un club de son pays, là où il a débuté. On peut estimer que... peut-être qu'il aura plus envie. 25 ans après, c'est le club en tout cas où il revient. Il n'a plus gagné depuis la Conference League en 2022 avec l'AS Roma. Sa dernière Ligue des Champions, elle remonte à 2017. Il y a également l'Europa League, 2010 pour la Ligue des Champions, 2017 pour l'Europa League avec Manchester United. On se demande s'il peut encore gagner. Pour Fenerbahçe, en revanche, le feu sacré était peut-être plus là également avec les soucis qu'il a eu avec les institutions turques, notamment au niveau de l'arbitrage, où souvent il a reproché, comme souvent dans sa carrière également, Donc il n'a pas trop changé alors. Liés à l'arbitrage en effet. Il est un peu aigri, je pense. Oui, en plus, je suis assez d'accord. Il n'avait pas ce côté-là d'aigreur avant. Quand on gagne, il a commencé à dire. Benfica, mais il n'a pas fini la saison. Hein. Non. Ouais. C'est vrai. Et puis, faut qu'on fasse des pronostics sur sa durée de vie. Avec Porto. On suivra en tout cas ce retour de Mourinho mardi sur Canal, soit en intégralité, soit dans le Canal Champions Club au cours de la soirée qui suivra le match entre Marseille et l'Ajax. Dans quelques minutes, vous entendrez Hugo Ekitike qui a encore marqué. Il a répondu à ces questions. Ah, bah voilà, qu'il me le dise. Benjamin Falanga est allé voir Ekitike cette semaine. Vous allez voir qu'il reste serein malgré l'arrivée d'Alexander Isak, le buteur de Newcastle. Benjamin Falanga avec Hugo Ekitike. Avant que je signe, non, je pense pas à rêve parce que en vrai de vrai, j'ai travaillé. Forcément, vu de l'extérieur, ça peut choquer, mais moi, au mondial l'année prochaine, mais faut bosser. Hugo Ekitike, on découvre un peu sa personnalité. On ne connaît pas tant que ça en France, finalement. Non, parce qu'il a été à Reims, dans un club dont on ne parle pas tous les 4 matins, et au Paris Saint-Germain, l'épisode a tourné court, mais effectivement, là, sa personnalité ressort. C'est quelqu'un qui a largement confiance en lui, ce qui l'avait d'ailleurs amené au Paris Saint-Germain. Et c'était trop tôt à ce moment-là. Moi, je trouve que c'était un top joueur. C'est probablement l'attaquant français qui, selon moi, a le plus de qualité à ce poste-là d'attaquant. Et je sors Mbappé de l'équation, bien évidemment, parce qu'il est genre de grande taille, qui est aussi à l'aise dans les petits espaces, qui a une grande confiance en lui, qui est jeune, qui progresse, qui est intelligent. D'ailleurs, son parcours de joueur le prouve. Il était allé s'exiler
dans les pays scandinaves en formation, etc. Moi, j'adore le joueur, la personnalité. Il a ramassé quand il était au PSG, mais c'est la preuve qu'on peut trébucher, ensuite se relancer. Tu peux rajouter l'aspect mental, du coup. Parce Oui. que, avec ce qu'il a montré, je pense qu'il montre aussi qu'il a une capacité mentale à absorber son transfert là actuellement, mais aussi à rebondir d'un échec. Et ça, c'est pas tous les joueurs qui sont capables de le faire. L'arrivée d'Isaac, qui l'a mis sur le banc en Ligue des Champions cette semaine, est-ce que... Il est à Liverpool, un des plus grands clubs du monde. Oui, c'est normal Il y a qu'il- 2 avant-centres. Je veux dire, c'est une logique implacable. Je veux dire, voilà. Maintenant, quand je le vois son interview, je dis, mais il va aller loin. Il a la tête sur les épaules, tout simplement. Hein. Et voilà. Donc, il est allé à Paris trop tôt. Voilà. Mais c'est le système qui l'a amené à Paris trop tôt. Voilà, c'était comme ça. Et là, il est en train de prouver. Il est parti en Allemagne. Il a fait ce qu'il a fait. Puis Liverpool est venu le chercher. Et puis la concurrence existe. Et pour l'instant, il assume ce nouveau statut avec son nombre de buts, toutes compétitions confondues, 4 buts en 7 matchs, 3 buts en championnat. Il y a une stat un peu effrayante, si vous me passez l'expression, c'est qu'au Paris Saint-Germain, il a joué 26 matchs en tout en championnat, il a mis 3 buts. Et là, il a déjà 3 buts en championnat avec Liverpool. Ouais, enfin, participation à 26 matchs, mais c'était des bouts de match, à mon avis. Hein. Rarement titulaire, en effet. Ouais, ouais. Mais sur une a 2 ans de longueur plus. Il a de 2 ans de plus. temporalité. 2 ans de plus, c'est Beaucoup plus énorme. grand. 2 ans de plus. En tout c'est cas, ce qui est énorme. sûr, Milan c'est... lui fait des passes. En tout cas, ce qui est Oui, sûr, c'est que oui, Isaac, sûrement, mais- Isaac, pour le coup, enfin, de ce que j'ai vu, pour l'instant. Vous parlez à Isaac ou Non. d'Isaac Isaac, déjà, le transfert sera plus lourd à digérer, mais de ce que j'ai vu pour l'instant, l'adaptation, elle est moins rapide que celle qu'a eu Ekitike dès ses débuts avec Liverpool. Il est temps de laisser la place à nos amis du rugby. Juste le temps tout de même pour moi de vous dire que les clubs français engagés en Europa League vont entrer dans la compétition cette semaine. 3 matchs pour les Français, ça se joue sur 2 jours exceptionnellement. Généralement, c'est que le jeudi. Là, c'est mercredi et jeudi. Mercredi, ce sera un beau choc entre Nice et l'AS Roma. Et puis jeudi, On a 18h45, Lille face aux Norvégiens de Brann. Et 21h, Lyon en déplacement aux Pays-Bas. Isaac, à Utrecht. Tous les matchs, comme ça bien qu'on dit sûr. Très moyen la prononciation. Ouais, mais je le dis à la française. C'est comment qu'on dit Utrecht. Ouais, c'est Oh moche. là là. Merci à tous. Moi, je fais l'allemand. À la régie, emmené par Laurent Lachon, à Jacques Relachis, Seb Martins, Philippe Perron. Le rugby tout de suite avec Astrid Bar. Année pour beaucoup. Par ses buts, par sa présence. On sent qu'avec Xabi Alonso, il a vachement progressé. Il fait énormément d'efforts aussi sur le plan défensif. Mais c'est vrai qu'on est un peu déçu de l'apport de Rodrigo, de Vinicius. On aimerait les voir un peu plus dans ce collectif-là. Mais voilà, c'est toujours mieux, Thomas, de préparer ses matchs et de préparer ses entraînements sa semaine avec des victoires. Lorsqu'on perd, c'est un peu plus compliqué. Xabi Alonso, il vient d'arriver, il ne va pas tout révolutionner. Carlo Ancelotti est resté pendant des années dans ce club-là. On connaissait la méthode. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Mais aujourd'hui, je trouve que la facilité qu'il a aujourd'hui, Xabi Alonso, c'est de gagner des matchs qui lui permettent, bien évidemment, de préparer les prochains matchs. Et puis avec un Kylian Mbappé, qui, pour moi, une fois de plus, est au niveau depuis qu'il est arrivé dans ce club-là. Il met énormément de buts et il participe aussi au jeu. Je trouve qu'il a retrouvé des jambes. Il est un peu plus amaigri que la saison dernière. Il va beaucoup plus vite et on sent qu'il est dynamique. Il est plus en action qu'en réaction. Et voilà, c'est bien pour lui, c'est bien pour le Real d'avoir un joueur. On voit son retour défensif, hein, Thomas. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'il ne faisait pas la saison dernière. Exactement. Et là, on le voit que cette année, il est vraiment impliqué. Il a envie de l'amener ce Real très loin et je pense qu'il est bien parti pour. Auteur d'un match très complet hier dans la nouvelle victoire du Real Madrid. Le Barça est donc dans l'obligation de s'imposer ce soir face à Retafe pour garder le Real en ligne de mire. Vous découvrez la composition d'équipe d'Hansi Flick si vous venez de nous rejoindre. Marcus Rashford, malgré son doublé cette semaine en Ligue des Champions à Newcastle, sera remplaçant de nouveau en Liga. Hier, c'était un grand espoir de Manchester United. Peut-il réussir sous le maillot catalan? À 27 ans, trouvera-t-il à Barcelone un cadre idéal pour enfin donner pleine mesure à son talent? Rashford, l'impatient anglais, c'est un sujet signé Flo Dulin et Thomas Chudeau. Il a le sourire, Marcus Rashford, même s'il est remplaçant ce soir. Omar Da Fonseca, on a entendu Hansi Flick le dire dans cette interview. Nous avions besoin d'un joueur comme lui, d'un joueur de son profil. C'est pourtant assez étonnant de voir un joueur de ce profil dans une équipe comme le Barça. Et oui, je suis assez ferme. D'ailleurs, là, j'ai vu le match. Et avant même le commentaire, c'était que pour l'instant, il n'avait pas encore donné soit sa vraie valeur. Parce que c'est un joueur qui a besoin d'espace pour pouvoir plutôt les avaler. C'est quelqu'un qui aime le côté course, le côté dynamisme. Voilà, il fait toujours, très souvent en tout cas, des appels. Et il n'avait pas montré
la finesse technique que les attaquants, ou plutôt que les attaques du Barça réclament. Mais bon, l'autre joue surtout en Champions League et c'est lui le détonateur. Donc bon, maintenant, pourvu que ça dure, ça continue plutôt. Est-ce que c'est un cadre qui peut être idéal pour lui pour se relancer? Il a 27 ans, rappelons-le. Oui, je pense qu'avec Hansi Flick, il va énormément progresser. Et je voulais rebondir sur ce que Omar disait. C'est un profil différent de ce que Barcelone a aujourd'hui. C'est un joueur qu'on sait qu'il aime cet espace, il aime aller dans l'espace. Mais aujourd'hui, le jeu de Barcelone se fait dans les petits espaces. Il n'y a pas énormément d'espace. On est dans la conservation du ballon, on prépare énormément les actions. Là-dessus, il faut qu'il progresse. Et je pense que c'était important pour lui déjà d'être décisif, notamment en Ligue des Champions, de marquer, de retrouver quand même cette confiance qu'il avait perdue. C'est vrai qu'il a fait quand même une bonne saison du côté d'Aston Villa. Par moments, on sentait qu'on le retrouvait. Et pour moi, je pense clairement qu'avec Barcelone, il va progresser parce qu'à Barcelone, il a un entraîneur, même s'il est rigoureux, encore une fois de plus, il est peut-être sanctionné aujourd'hui parce qu'il arrive en retard à un entraînement. Mais cette rigueur-là, Rashford a besoin de cette rigueur pour pouvoir retrouver son niveau qu'il a eu lorsqu'il était à Manchester. Il fallait faire un choix pour Hansi Flick de titulariser ou non Marcus Rashford. Il lui fallait faire un choix aussi pour titulariser ou non Ferran Torres et Robert Lewandowski. Il a choisi de titulariser les deux. Il s'évite un casse-tête supplémentaire. Mais c'est vrai que sans faire de bruit, Ferran Torres gagne du terrain. Alors il a profité de la blessure de Robert Lewandowski pour enchaîner 4 titularisations cette saison en Liga et marquer 2 buts. Est-ce qu'il peut devenir numéro 1 à terme au poste de numéro 9? Je pense clairement que c'est un peu l'avenir de Barcelone. Il s'y prépare forcément à prendre la succession de Robert Lewandowski. La preuve en est, quand Lewandowski est absent, c'est lui qui joue à ce poste-là. C'est un profil complètement différent. Hein. C'est pas le joueur avec le grand gabarit comme Lewandowski. C'est plus un profil qui va bouger tout le front de l'attaque. Et puis surtout, Thomas, il lui demande de marquer des buts, il a droit devant le but. Ouais. Il sait le faire comme le fait Lewandowski. Donc je crois que dans un futur proche, parce que Lewandowski a un certain âge, pour moi, il prendra forcément Donc il doit se méfier quand même. Il doit regarder dans le rétro. Non, je pense pas. Je pense que Lewandowski est quand même une valeur assez sûre. Un mec qui va vous planter 40 buts par saison. On ne le remplace pas aussi facilement. Hein. Il en a mis 42 la saison passée en 52 matchs et il jouait beaucoup plus que Ferran Torres. 19 buts en 45 rencontres. Hansi Flick accumule les problèmes de riches puisque la question se pose aussi dans le duel à distance entre Olmo et Fermin. Teslant la saison dernière, Olmo n'a débuté qu'un seul match depuis le début de saison en Liga. Omar, est-ce qu'il a d'ores et déjà perdu un peu sa place au profit de Fermin? Même s'il joue ce soir également, et Fermin qui a été brillant et auteur d'un doublé le week-end dernier face à Valence. Eh oui, exactement ça. Fermin a encore une fois montré à chaque fois qu'il joue. Avant, il le faisait en rentrant. Là, il a été titulaire et à chaque fois, c'est ce joueur-là. Regardez, dès le départ, il est déjà positionné en avant-centre bis ou en attaquant. Même c'est quelqu'un qui est lié à la surface adverse et qu'il est même par moments marié avec le but. Il en marque très souvent. Et toi, alors, prise des balles et tout de suite l'ambition, il est omnibulé pour essayer de rajouter du danger. Et c'est avec une dynamique, non, parce qu'il frappe, il court, il est très technique. C'est vraiment un joueur qui a dans son futur un très bel avenir. Quand on évoque Rashford, quand on évoque Ferran Torres, quand on évoque Fermin, c'est surtout le banc et la qualité exponentielle de l'effectif du Barça qu'il faut souligner. Oui, mais c'est comme vous disiez, Thomas, Hansi Flick a un problème des riches, parce qu'il a quand même, il a quand même un effectif pléthorique avec énormément de joueurs de très haut niveau qui sont capables de se substituer les uns aux autres. Et ce qui est intéressant, c'est que même quand il fait ces changements-là, on sent que cette équipe ne perd pas dans son contenu, ne perd pas de valeur. C'est plus une valeur ajoutée. Donc c'est bien, je préfère avoir un casse-tête comme ça parce que on sait qu'une saison, elle est très longue. Et surtout quand on est Barcelone, appelé à jouer sur les 4 tableaux ou 3, ben, il faut avoir un effectif conséquent, mais surtout de qualité.